Après le succès retentissant des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport et ses maisons régionales de la performance continuent de mettre en lumière les enseignements précieux des experts de la performance. Héritage unique de connaissances et expériences de sportifs, experts et entraîneurs, bienvenue dans les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons des conditions de réussite en évoquant l'exemple des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Yvan Clolus et Julien Sastre. Bienvenue à tous et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de la performance. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien et Yvan. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on a la chance de vous accueillir, donc Julien Sastre et Yvan Clolus, donc on va vous laisser vous présenter. Honneur à Julien. Julien Sastre, je suis le sélectionneur de l'équipe de France de BMX Racing depuis 10 ans maintenant. J'ai eu un parcours à la Fédé de cyclisme en tant qu'entraîneur des jeunes dans un premier temps pendant 8 ans et puis voilà, en poste à la tête de l'équipe de France depuis 2014. Et une réussite apparemment sur les derniers Jeux Olympiques. Tout à fait, avec a priori quelque chose qui arrive rarement. La dernière fois au Jeux c'était il y a 100 ans, donc un triplé olympique. Voilà, la dernière fois au Jeux d'été, parce que faut pas oublier le ski cross au Jeux d'hiver, c'était à Sochi en 2014. Et Yvan. Donc Yvan Clolus, moi être coach VTT là depuis 2 Olympiades et puis avec un parcours pareil à la Fédé depuis 25 ans sur des postes de CTR, d'entraîneur national jeune, pôle France, etc. Et puis donc avec 2 médailles de bonheur cet été, voilà, une d'or avec Pauline Ferrand-Prévot et Victor Koretsky en argent sur le VTT cross country. Avez-vous fait du coup évoluer votre management alors vous avez été manager, entraîneur, est-ce que vous avez senti au fur et à mesure du temps et des nouvelles générations un besoin de faire évoluer votre management avec ces nouvelles générations qui ont besoin peut-être de plus participer, de faire partie prenante du projet? Ouais, moi c'est évident que j'ai fait évoluer les choses, alors de quelque chose d'un petit peu plus directif où je voulais contrôler, anticiper beaucoup de choses à quelque chose de plus ouvert. Avant de faire ça, je pense qu'il faut travailler déjà sur soi, tout simplement, c'est de bien se connaître pour comprendre comment on fonctionne, comment on réagit dès que les émotions ou le stress peut être là dans le quotidien ou dans l'approche des grands moments. Donc c'était la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, alors moi j'ai la chance d'avoir en plus des athlètes qui étaient assez matures, hein, quasi des trentenaires. En face de nous, on a des adultes qui sont très très conscients et lucides, je pense, sur ce qu'ils maîtrisent, sur ce qu'il y a encore à travailler. Donc voilà, pas forcément toujours appuyer là où ça fait mal, plutôt accompagner. Voilà, comme dans le cadre d'une collaboration, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai laissé beaucoup plus de place à l'écoute, je dirais, de mes athlètes. Ce qui m'a donné aussi, au fur et à mesure, la sensation, le sentiment d'accompagner plutôt que des projets singuliers et pas forcément un projet collectif. Donc voilà, clairement dans le final, 4 athlètes égale 4 groupes de 1 en ce qui me concerne, parce que les choses se construisent comme ça. Tu viens de dire que c'était ce que tu avais mis en place, c'était déjà de bien te connaître. Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement pour bien te connaître ? C'est de la formation personnelle, c'est de l'accompagnement aussi personnel avec des staffs qu'on pourrait appeler coach de coach ou des accompagnateurs d'ailleurs du ministère ou de l'ANS, etc. Donc j'ai demandé cette aide après avoir essayer d'identifier ce qui pouvait en fait m'empêcher d'évoluer dans cette direction-là. Voilà. Donc c'est accepter de dire bah voilà, à 45 ans, on a déjà plein de titres mondiaux, etc. Mais ça ne suffira pas en fait pour le step olympique. Et il faut passer dans une autre dimension. Voilà. Et toi, Julien, de ce côté-là, qu'est-ce que tu as mis en place ou sur quoi tu as évolué ? Je suis totalement raccord avec Yvan. Moi, après les Jeux de Tokyo, enfin voilà, je me suis formé également sur les techniques de management, sur l'accompagnement des individus et des groupes. Et puis pareil, depuis 2018, du coup, je suis moi-même accompagné par voilà, comme disait Yvan, des coachs de coach. Enfin voilà, c'est la même personne qui m'accompagne depuis 2018. Parce que il faut toujours avoir, je pense, à nos places. C'est un métier dans lequel on est mine de rien quand même un peu seul. Comme je disais tout à l'heure, il faut pouvoir prendre les décisions, les assumer. Des fois pas toujours avec le plus grand plaisir. Des fois pas. Voilà, il y a des décisions à prendre qui sont pas toujours les plus faciles. Et du coup, le but c'est d'avoir aussi un peu de recul sur ce qu'on fait, de pouvoir aussi à un moment donné
partager des fois des problématiques, des doutes, alors pas forcément avec des experts parce que ça on le fait entre nous, mais voilà dans son espace à soi où on est à la fois en confiance, en sécurité avec quelqu'un qui est là pour nous écouter et nous aider à nous poser les bonnes questions, des fois les questions qui dérangent. Donc sur l'évolution, moi c'est plutôt comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis passé d'un management assez directif avec en tant qu'entraîneur avec des jeunes, à un management de plus en plus participatif avec des experts de leur discipline. Mais je crois que le plus important, c'était pour moi au-delà de bien me connaître, c'était de partir des autres, de partir de là où le sportif, le staff, l'équipe était pour pour aller à leur rencontre, parce que pour aller à la rencontre des uns des autres, faut déjà savoir où ils se situent, où moi je me situe, et puis où est-ce qu'on se donne rendez-vous. Donc voilà, ça renvoie à la connaissance de soi, effectivement. Et là, on va parler du côté émotion. Alors, ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire sur le mieux se connaître. Comment vous gérez sur un événement comme les Jeux Olympiques, comment vous gérez vos émotions, parce que j'imagine que c'est quand même compliqué, et celles de vos athlètes? Alors, je sais pas si gérer les émotions, je sais pas si j'emploierais ce terme-là. On va dire que si je devais prendre peut-être une image, pour moi, une émotion, c'est un peu comme une vague. C'est-à-dire qu'on peut pas l'empêcher. Par contre, on peut tout à fait apprendre à surfer dessus et à l'utiliser. Et du coup, l'idée, c'est déjà effectivement, de travailler sur soi. Donc moi le premier, je me considère en tant que manager un peu comme le garant de l'équilibre et de l'harmonie dans l'équipe. Ce qui fait que quand il y a perte d'équilibre ou perte d'harmonie, ça veut dire que c'est moi le premier responsable. Je me considère comme le premier responsable. Donc, ça veut dire que j'ai le devoir à un moment donné d'être aligné avec déjà mes convictions et ce que je suis, mais deux avec le fonctionnement de l'équipe, des individus et les objectifs qu'on va chercher, qui sont les objectifs les plus hauts. On est réunis en équipe de France pour gagner. C'est ça notre mission. Donc du coup gérer les émotions, c'est déjà gérer ses propres émotions à soi. Et puis quand on est je crois aligné, et en tout cas moi quand je suis aligné avec ce que je crois et que je suis en phase avec ça, je suis plus à l'aise pour aller à la rencontre des autres, encore une fois, et du coup aider les autres quand à un moment donné ils peuvent dérailler, perdre le fil. Et c'est plus facile quand même d'accueillir ça avec un peu de recul et juste d'être dans une situation où on se dit il y a plus de mauvaises ou de bonnes émotions finalement, il y a juste des situations qu'on rencontre et la seule question qu'on doit se poser à ce moment-là avec les sportifs, avec l'équipe, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait de cette situation qui nous arrive. Elle peut être agréable, désagréable, pertinente, non pertinente. L'idée c'est juste qu'est-ce qu'on en fait. D'accord. L'idée c'est que les émotions vont arriver, comme disait Julien. Les deux choses, moi, qui m'aident à gérer ça, c'est l'expérience. On n'est pas là pour la première fois ou par hasard. Ça fait plus de 20 ans qu'on a l'habitude de mener des athlètes au niveau international. Donc l'expérience, on s'assoit dessus parce que c'est ce qui fait notre force. Ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de sujets d'adaptation. Et puis la deuxième chose, c'est on est aussi gestionnaire d'un projet qu'on a pu construire. Et donc moi au départ d'une course, je me sens jamais aussi fort parce que je sens la force de mon équipe en fait, l'équipe, tout le staff qui est autour de moi. En fait, c'est ça qui me renforce moi dans mes compétences ce jour-là et pour accueillir toutes ces émotions, pour accueillir les émotions aussi de mes staffs qu'il faut parfois accompagner parce qu'on voit aussi des collègues dérailler. Et donc voilà, entre l'expérience et puis la construction du projet, je trouve ces deux piliers qui nous permettent d'attaquer tout ce qui peut nous arriver. Et quand on voit l'ambiance qu'il y a eu aux Jeux Olympiques de Paris, ça n'a pas été compliqué à gérer à un moment donné pour vous, avec l'ambiance, le monde, En ce qui me concerne, parce qu'on n'a pas le même temps de course, moi c'était 2 fois 1h26, à 20 secondes près, les deux courses ont fait le même temps là, hommes et dames.
Moi, j'ai le sentiment comme si c'était un peu un tunnel, on rentre dedans, il y a quelques infos qui me parvenaient de l'extérieur, mais avec l'expérience, on a l'habitude de trier tout ça. J'ai recroisé des collègues ou des amis depuis qui me disaient j'étais à 1 mètre de toi au jeu, je t'ai parlé et tout, je m'en souviens pas. En fait, les infos pertinentes, on a l'habitude de les trier, il y a un écran géant, il y a des talkies avec du staff, il y a des athlètes avec qui on a des moyens pour échanger, et puis pendant 1h26 on est dans notre tunnel jusqu'à la ligne. Donc voilà, on est plutôt sur des techniques et des habitudes, et au contraire de renforcer ça sur des championnats d'Europe, des championnats du monde régulièrement. C'est ça qui peut permettre le jour des Jeux de s'accrocher à ce qu'on sait faire, pour pas se laisser submerger par une vague qui serait cette fois un tsunami et qui nous emporterait. Après, bien sûr qu'on est humain et qu'on est sensible et qu'on a entendu la liesse, qu'on a senti que c'était un step plus important que d'habitude à Paris 2024. Mais on s'était préparé à ça. Moi, je m'étais préparé à ce que ça soit un truc de ouf. Et ça l'a été, je l'ai ressenti, mais ça m'a pas perturbé dans mes habitudes de travail. Et si on peut continuer, Julien, sur ces exemples concrets, notamment pendant les Jeux. Donc, on a deux vraiment exemples très concrets avec les médailles que vous avez fait. Comment tu as réussi à manager au BMX ces 3 personnalités avec des objectifs et des projets peut-être différents, ou en tout cas et des statuts différents? Comment vous êtes arrivé à manager ce projet pour arriver à ces 3 médailles? Comme le disait Yvan tout à l'heure, c'est travailler sur le staff, la force collective du staff, qui doit être, on va dire, les athlètes doivent se nourrir à un moment donné de cette force collective qu'on va créer ensemble, et ça doit ruisseler sur tous les acteurs. Donc aligner le staff. Et puis c'est moi, qu'est-ce que je peux incarner, quel est le cap en tant que leader que je donne. Et puis le cap, je l'ai donné, comme je vous l'ai dit, il y a 2 ans avant, en disant si j'ai devant moi que des athlètes qui sont en mesure d'aller jouer des médailles de niveau mondial, qu'est-ce que je vais aller dire qu'on va faire une médaille aux Jeux Olympiques de Paris? Non, en fait on va l'objectif c'est de tout prendre. Alors au début, quand on dit ça au début, les athlètes ils adhèrent pas tout de suite, hein. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas, il y en a qui se posent des questions. Et l'idée c'est petit à petit comment moi ma stratégie ça a été petit à petit comment je vais influencer leur environnement pour que au final quand ils vont monter sur la grille, déjà ils soient en mesure de se dire que c'est possible, et 2 ils s'en saisissent au moment où eux il le semblait le plus opportun, et donc du coup la stratégie c'est quand je dis contaminer, finalement être contagieux dans leur environnement, c'est une espèce de contagion par cercle concentrique, c'est-à-dire c'est d'abord le staff, leurs entraîneurs, puis petit à petit leur entourage proche, et puis petit à petit les médias suffisamment de temps avant, et puis qui dit les médias dit le grand public, et puis finalement ils se retrouvent dans un environnement qui leur parle que de triplé depuis 1 an, ce qui fait que moi ce que je pense c'est que quand ils arrivent sur la grille en finale, finalement ils ont plus le choix que de faire ça, parce que tout l'environnement leur parle voilà. Et si j'avais dû ça l'imposer très tôt, honnêtement on a une culture de la discipline un peu entre guillemets rebelle, qui fait que moi quand je montre une ligne sur laquelle qu'il faut pas franchir, les sportifs vont s'empresser d'aller la piétiner. Donc du coup voilà, et le but c'était d'influencer et aussi de faire saisir à tout le monde que ça c'était quelque chose de réalisable et de possible. Et justement par rapport à ce que tu nous dis, est-ce qu'il y a des stratégies de course? Est-ce qu'il y a vous imaginez des scénarios possibles? Et comment vous impliquez les athlètes par rapport à ça? Est-ce que vous les impliquez ou pas du tout d'ailleurs? Alors, nous on est parti d'un dicton qui dit que la première chose qui meurt quand on part à la guerre, c'est le plan de bataille. Donc du coup, non, il n'y avait pas de stratégie collective, parce que déjà, les pilotes n'en voulaient pas. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est des pilotes qui sont habitués à gagner les plus grandes courses mondiales. Donc c'est un peu dur d'établir une stratégie collective par rapport à ça. 2, on est une discipline avec une brièveté d'effort et une intensité d'effort qui fait que si le pilote à un moment donné, le pilote doit prendre des décisions très rapides dans des espaces-temps très très réduits, ce qui fait que si à un moment donné il doit visualiser où est son collègue, le temps qu'il réfléchisse à la stratégie qu'on a mis en place en fonction de ce qui se passe pendant la course, c'est le meilleur moyen pour que en fait il passe à côté de sa course. Et il y a un engagement tel et une intensité telle dans la course que ça c'est pas trop possible. Donc du coup on est parti de ça en se disant ok, la course en elle-même, quand vous mettez vos roues sur la grille de départ, c'est quelque chose d'individuel. On va vous faire confiance, c'est-à-dire qu'on vous fait confiance et on fait confiance en votre expertise pour prendre
les bonnes décisions au bon moment avec une équipe mature aussi, hein, parce que le podium, je crois que la moyenne d'âge des 3, c'est 31 ans. Donc en gros, si je fais simple, c'est des papis, parce que si on les enlève voilà, Joris, le premier, il a 33 ans, Sylvain 32, Romain 29. Si on les enlève de la finale, la moyenne d'âge c'est 24. Donc du coup, faire confiance à leur expertise, faire confiance à leur maturité pour qu'ils ne fassent pas, on va dire, d'actions stupides qui viendraient annuler leur chance de médaille aux uns et aux autres. Et puis par contre, ce dont on va s'occuper, c'est un peu comme les dispositifs à l'armée finalement, c'est-à-dire qu'on va pas anticiper, prévoir, parce qu'on n'est pas des devins, ce qui va se passer pendant la course. Par contre, on va se préparer. Et on va se préparer ensemble. Et c'était basé sur ça, la stratégie. C'est-à-dire, c'est, encore une fois, la cartographie de l'équipe, c'est qu'on est la meilleure équipe mondiale avant les Jeux, point. On a un groupe qui est le plus dense au niveau mondial, et on va se servir de cet atout-là, de cette arme-là, finalement, de cette carte-là, pour avoir le plus haut niveau d'intensité possible à l'entraînement, à savoir rouler ensemble, également. Et ça, le maintenir jusqu'au tout dernier moment, presque, hein, jusqu'au moment des essais avant la course, de se servir de cette énergie-là et de ce niveau d'intensité-là pour faire en sorte que les pilotes, soient les meilleurs, et deux, quand ils sont amenés à se battre ensemble pour gagner, qu'ils sachent comment on roule les uns et les autres, et qui se mettent pas au tas les uns les autres. D'accord, j'imagine, Yvan, qu'en cross-country, c'est un peu différent en termes de stratégie. Ouais, alors, les courses sont plus longues, il y a le temps de poser les choses. En amont, je dirais, on travaille beaucoup sur déjà ce qui fait la singularité déjà de nos athlètes. Voilà, Pauline n'a pas les mêmes forces que Loana, ni que Victor ou Jordan, par exemple, au jeu. Donc l'idée, c'est d'abord, pour les athlètes, de bien connaître les forces. C'est un peu les balles qu'il a dans le chargeur. Voilà. Ensuite, on fait un travail tout au long de l'Olympiade sur l'analyse de nos adversaires quand même, parce que encore une fois, les courses sont longues, il y a je schématise un petit peu, hein, il y a tout un côté physique plutôt dans les bosses, il y a tout un côté technique plutôt dans les descentes, etc. Il y a très peu d'athlètes qui sont hyper complets, donc tous les athlètes ont des failles qu'on se doit de connaître. Donc ça c'est au départ, et ensuite quand on se lance dans des courses de ce niveau-là mondial en équipe. Alors, il n'y a pas forcément des stratégies communes, c'est pas toujours facile à mettre en place. Par contre, il y a plutôt des règles de fonctionnement en équipe. Ne pas rouler dans un petit groupe sur un adversaire qui est devant. C'est plein de petites choses plutôt que vraiment un plan. Alors après, il y a quelques courses où le circuit nous a permis de mettre en place un plan et de le dérouler. Notamment, je pense à championnat du monde à Glasgow l'année dernière. Qui était championnat du monde avant les Jeux pour Loana et Pauline, qui font 2 et 1 du coup. Là, il y avait eu vraiment quelque chose. Pour les Jeux, c'était un petit peu différent parce que d'abord, il faut valider son départ, c'est les premières minutes de course, et voir un petit peu ce qui s'y passe, et c'est à ce moment-là qu'on voit un petit peu comment la suite va se passer. Mais voilà, c'est plutôt une connaissance de soi, des adversaires, un contexte, et puis on s'adapte en compétition. Donc on est plutôt sur de la tactique que vraiment sur de la stratégie élaborée finement avant, ce qui est pas évident en plus pour des athlètes pour notre nation qui des fois peuvent tous être champions olympiques. Donc on comprend l'enjeu. Si on reprend l'exemple des Jeux, concrètement, Loana qui est partie assez vite, Pauline qui était peut-être un peu plus prudente, notamment au départ, ça n'a pas été une stratégie de départ. Ça, c'est elles qui l'ont ajusté. Oui, ça c'est plutôt un état de fait, c'est-à-dire que on peut pas brider des athlètes. Loana, elle part vite tout le temps. Il faut la laisser partir vite, et de toute façon, au pire, ça met tout le monde dans le rouge, et c'est ce qu'il faut aussi pour Pauline qui part un peu moins vite et qui a un peu cette faculté à faire un deuxième départ. Et on a vu ça aussi, parce qu'au bout d'un demi-tour, un tour, paf, elle est capable de vraiment d'en remettre une, alors que les autres s'installent un peu en VO2. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de les laisser faire ce qu'elles sont capables de faire, et après on a échangé, bien sûr, elles se connaissent et elles savent que ça va partir vite. Par exemple pour Pauline, elle sait que on va pas brider Loana parce que ça représenterait un risque pour Pauline, par exemple. Je vais aller un petit peu sur un autre sujet, mais selon vous, quelle part dans la performance, quelle part vous mettrez sur la préparation physique, la préparation mentale, le choix stratégique, tactique, la récupération? Comment vous quantifiez ça avec vos athlètes?
ou avec les athlètes? Déjà, je pense que ça dépend avant tout de... Enfin voilà, il y a des modèles de perf, certes, de discipline. Moi, personnellement, je suis un petit peu allergique au modèle parce qu'en fait, chaque athlète a ses singularités, chaque athlète finalement a son modèle de perf. C'est pas le même, encore une fois, enfin voilà, entre chez nous un Joris, un Romain, un Sylvain, enfin voilà, chacun a ses caractéristiques fortes. Donc encore une fois, c'est partir des forces des uns et des autres. Mais si je devais synthétiser, en gros, la base physique, en gros, ça c'est un peu le prérequis, parce que en fait, sans ça, chez nous, on est un sport de sprint. S'il y a pas ça, déjà, c'est quand même difficile de jouer avec les meilleurs. L'aspect technique, quand on va arriver en compétition, voilà, suivant les athlètes, il y en a qui vont être plus techniques que d'autres, mais globalement en compétition, tout le monde fait à peu près la même chose. Voilà, les techniques un peu spectaculaires, c'est à l'entraînement, mais en compétition, c'est quand même relativement basique. Et puis, finalement, la tactique, ça va être plutôt quelque chose de plutôt personnel et qui va relever de la question de l'adaptabilité dans la course, de l'adaptation dans la course à ce qui se passe. Et ça, en gros, si je dois faire simple, il y a des athlètes qui sont beaucoup plus physiques et qui vont prendre les devants dès le départ. C'est le cas d'un Joris, c'est le cas d'un Romain, qui vont être au-dessus du lot et puis qui vont entre guillemets dominer la course et essayer de pas se faire doubler après. Et d'autres peut-être un petit ton en dessous physiquement en première ligne droite et qui eux vont devoir jouer tactiquement. C'est le cas d'un Sylvain, notamment dans un premier virage ou en dernière ligne droite, voilà par exemple pour aller doubler. Mais je crois que moi, mon avis, ça c'est ma conviction, le facteur qui englobe tout ça, alors c'est pas lié qu'au BMX, mais je pense que c'est valable, ça, encore une fois, c'est mon avis dans tout le sport de haut niveau, c'est d'être capable de délivrer la perf le jour J, au bon moment, au bon endroit, et ça, quand même, ça, à un moment donné, ça relève du mental, c'est-à-dire que la perf, si on l'a fait la veille à 19h, c'est pas la même chose que le lendemain à 14h, quoi. Et donc, trop tôt, c'est trop tôt, et trop tard, c'est trop tard. Donc, je vous dis une banalité là, mais ça, c'est juste la faculté, à un moment donné, à être à l'heure, au bon endroit, au bon moment. Et voilà, nous, c'est une raison pour lesquelles en gros, la colonne vertébrale du projet BMX pendant presque 10 ans, ça a été justement ce sujet de la dimension mentale et psychologique. Ouais, non, chez nous c'est pareil évidemment que les deux piliers techniques et physiques, c'est des piliers s'ils sont pas présents, il y aura pas de présence au plus haut niveau, il y aura pas de présence en finale olympique. Et puis après le mental, moi j'aime bien rappeler aussi que bien sûr que ça fait la différence le jour J, c'est ce qui vous permet d'être au rendez-vous, mais c'est aussi ce qui vous permet dans des sports comme les nôtres quand même qui demandent beaucoup de, moi j'aime pas dire sacrifice, mais en tout cas beaucoup d'implication dans le quotidien, dans l'entraînement, dans la gestion du poids, dans voilà beaucoup d'aspects. Le mental, c'est aussi ce qui vous permet 365 ou 364 jours par an de pouvoir se mettre un niveau d'exigence qui est anormal en fait, qui est extraordinaire. Et du coup là, sur cette Olympiade par exemple, Pauline elle a très bien verbalisé le fait que les efforts pour être là le jour J, elle les a fait les 364 jours à côté des Jeux. Et le jour des Jeux, elle est plutôt arrivée avec la sensation que le maximum qu'elle pouvait faire, elle l'avait fait. Et donc c'était presque un jour de glisse, de flow, où elle récoltait les fruits de son travail. Plutôt que de renverser les choses et puis d'être en dilettante le reste de l'année, et puis ce jour-là imaginer que d'un coup il y a un déclic qui fait qu'on va être quelqu'un d'autre. Donc elle l'a plutôt abordé comme ça sur cette Olympiade. Voilà, et puis c'est vrai que nos athlètes internationaux sont assez proches quand même les uns des autres, donc bien sûr que le mental fait la différence, mais c'est aussi plein de petites choses le jour J, des fois des choses qu'on a plus de mal à expliquer. On parle d'étoiles qui s'alignent aussi, donc nous on voit la différence entre Tokyo et Paris. Ça s'est vraiment joué sur des toutes petites choses, et alors qu'au niveau physique et technique, des athlètes étaient quasiment au même niveau. Ouais. Si je dois rebondir juste sur ce que dit Yvan, parce que pareil, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit là, même totalement d'accord. Moi, pareil, entre Tokyo et Paris, les athlètes sont les mêmes. Il se trouve que dans l'histoire, enfin voilà, jusqu'aux remplaçants, les pilotes sont les mêmes. Ils sont entraînés à peu près de la même façon. Donc on va dire qu'ils sont
pas non plus énormément changé entre les deux. Par contre, je pense que ce qui fait que ça s'aligne à un moment donné, et là où ça s'est pas aligné à Tokyo, ce qui fait que les petits, alors moi je crois fondamentalement à ça, mais ce qui fait que ça s'aligne à un moment donné, là où à Tokyo ça s'aligne pas et que ça s'aligne à Paris, c'est aussi le fait d'assumer l'objectif, d'assumer être venu pour remplir la mission mais d'assumer pleinement la mission qui est la plus haute. La mission qui est la plus, enfin en gros l'utopie réalisable, là, c'est ce fameux triplé, et que chacun ça l'assumer pleinement, c'est-à-dire alors pas forcément le triplé parce que ça c'est plus mon truc à moi, mais le fait d'être venu pour ramener une médaille, parce qu'à un moment donné on a beau dire oui le terrain de BMX, enfin la piste c'est la même, les adversaires c'est globalement les mêmes, mais au jeu c'est pas pareil qu'un championnat du monde. Il y a des enjeux supplémentaires qui font qu'à un moment donné, les athlètes qu'on a en face de nous, les adversaires, des fois se transforment. On les voit sous un autre jour parce qu'il y en a qui ont déclaré qui venaient aux Jeux Olympiques pour chercher une médaille, point. Et donc du coup, c'est d'avoir cette espèce de moteur-là de transcendance, de dire que personne, rien ni personne ne va venir nous voler ce qu'on est venu chercher. Et je pense qu'à un moment donné, c'est ça aussi, c'est cette audace-là qui fait que les planètes s'alignent et que tout ce qui ne s'alignait pas quand ça on ne l'assumait pas, d'un coup ça s'aligne et puis voilà, ça sourit quoi. En lien avec ça, alors justement, est-ce qu'il y a vraiment des pièges à éviter en période de compétition ou de pré-compétition, et est-ce que un échec, comme là tu nous parlais de Tokyo, a remis en cause votre façon de manager? Est-ce que vous vous êtes dit à certains moments après un échec, ça je le referai vraiment plus, ou quelque chose comme ça, vraiment qu'un échec a changé votre façon de voir? Oui, nous clairement dans le bilan de Tokyo, j'aime bien cette expression, mais on s'est aperçu qu'il y avait encore plein de petits cailloux dans les chaussures, des petits cailloux qui vous pouvez marcher avec, mais dès que vous commencez à courir ou vouloir aller vite, ils vous ouvrent les pieds. Et ça a été ça un peu Tokyo. Donc on a abordé tous les sujets autour de la performance, et on a relevé comme ça 5-6 choses finalement assez évidentes maintenant, mais qui n'était pas si évidente que ça à l'époque. Alors je peux donner un exemple autour de la fraîcheur mentale et physique qui est nécessaire au moment des Jeux. La fraîcheur, ça s'organise, c'est-à-dire comment on fait pour que nos athlètes aient moins couru que les autres au moment des Jeux. Voilà, dans les 5-6 semaines avant, il y a des compétitions, on n'ira pas. Et nous, par exemple, il y avait une Coupe du Monde en France début juillet au Jet, nos 4 athlètes olympiques n'y étaient pas. Voilà, c'est plein de choses comme ça. On a décalé notre championnat de France qui aurait dû avoir lieu 2-3 semaines avant les Jeux, etc. Donc au niveau physique et mental, vous devez avoir quand même un petit avantage sur vos adversaires. Donc il faut ça s'organise. Donc voilà, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, mais tout mis à bout, ça peut faire la différence. C'est pas obligatoire, hein. Chez les hommes, on a été battu par Pidcock, mais ça fera la différence, c'est évident. Ouais. De la même manière, oui, en fait, il y a des choses qui fait que, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, on va essayer de faire les choses de la façon la plus rigoureuse, de faire du bon travail dans différents secteurs, d'aller chercher les petits détails sur la nutrition, sur tout un tas de secteurs. Mais j'ai envie de vous dire encore une fois, au jeu, ça c'est suffisant, cette logique-là de faire du bon travail pour aller chercher des médailles au championnat du monde par exemple. Moi je pense qu'au jeu, le bon travail n'est plus suffisant. Il faut peut-être une flamme supplémentaire, une ambition supplémentaire qui fait qu'on va aller chercher des médailles olympiques. Et puis pareil, nous ça part du bilan après Tokyo, un peu comme le VTT. Et où finalement nous on avait, moi je pense, ça c'est mon avis, principalement un caillou dans la chaussure, mais qu'on n'a pas vu tout de suite parce qu'on a mis du temps, et moi le premier j'ai mis du temps à le voir, à le percevoir et à l'accepter. C'est quand même difficile quand ça fait la deuxième Olympiade de se dire qu'on y allait sans à Tokyo, on avait la volonté d'aller gagner une médaille, mais je sais pas si et moi le premier, je ne sais pas si je l'assumais pleinement. Et c'est quand même difficile de se dire qu'on fait, ça fait quelques Olympiades que l'équipe fait, et que ça peut-être il y a encore à progresser là-dessus. Donc ça a mis 1 an à peu près à décanter, à l'accepter. Et effectivement, quand encore une fois, quand cet objectif est pleinement assumé, quel qu'en soit le résultat final, je pense que c'est un moteur d'énergie, de transformation du projet, des athlètes, de l'équipe,
qui fait que quand on arrive au jeu, on se sent prêt et presque c'est la compétition là. J'ai envie de vous dire, moi, les Jeux de Paris, je l'ai vécu comme la compétition presque la plus facile de ma carrière, en toute humilité. Dernière question. Pour terminer, quels conseils donneriez-vous à des jeunes entraîneurs qui préparent leur première grande compétition ? Voilà, si vous aviez 2 ou 3 conseils à donner, assez rapides, mais qui comptent et qui sont importants pour vous, ce seraient lesquels ? Je sais pas, peut-être dans l'ordre comme ça, 2-3 conseils rapides. Moi, j'aime bien l'idée de projet, de planification et de se tenir à ce qu'on a prévu. Voilà, changer le projet, changer les plans tout le temps, dans tous les sens, ça perd les athlètes. La deuxième idée, c'est peut-être toujours de se questionner sur tout simplement qu'est-ce qu'il faut savoir faire le jour J. Ça s'appelle le modèle de perf de l'activité, et d'interroger à partir de ça, le modèle de perf de l'individu, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que lui est capable de faire, sur quoi on travaille. Et de ça découle une stratégie de travail, d'accompagnement. Est-ce qu'on travaille sur les points forts, les points faibles, à tel moment de la carrière, etc. C'est des choses comme ça. Et puis, s'il devait y avoir 3 phases dans un projet, moi j'aime bien l'idée un petit peu au départ de choquer un peu les gens, c'est-à-dire de dire attention, là pour l'instant il nous manque ça. Une deuxième phase plutôt de travail avec avec le plan. Et puis une dernière phase de confiance, c'est-à-dire il y a un moment il faut aussi se dire maintenant stop le travail, on déroule, on va jusqu'à l'objectif. Nous, c'est ce qu'on a vécu un peu au cours de l'Olympiade, et ce qui est vraiment retenu par les athlètes, c'est-à-dire que, par exemple, la dernière année, avant les Jeux, on ne change plus rien, on ne fait rien de nouveau, on fait ce qui a été validé l'année N-1, qui marche, et on en est sûr, mais on se risque plus. Voilà, donc des petits trucs comme ça. Alors sur les conseils, il peut y en avoir... beaucoup, parce qu'au bout de 10-20 ans d'expérience, on finit par avoir quand même quelques éléments à transmettre. Donc je vais me placer plus en tant que manager qu'entraîneur. C'est déjà, je crois que le métier d'entraîneur ou de manager, pour moi en tout cas, c'est déjà se mettre au service des autres. On fait pas ce métier-là si on est centré sur soi. Ça c'est ma conviction. C'est d'avoir la volonté d'organiser, de préparer, de planifier pour les autres. La deuxième chose, ça serait de se dire que tous les jours, les autres justement ont des choses à dire, une richesse à apporter au projet, une expertise, voilà, et que ça, en tant qu'entraîneur ou manager, c'est l'encourager, le faire émerger, créer les conditions pour que ça émerge. Donc créer les conditions de l'ouverture pour que ça émerge. Et je crois au final, c'est aussi ne pas avoir peur de ces athlètes ou de ces staffs, dans le sens quand je dis ne pas avoir peur, c'est-à-dire que en tant qu'entraîneur ou manager, vous êtes le responsable et moi je suis le responsable du projet. Ce qui veut dire qu'il faut oser, à un moment donné, se poser, ils vont parler de choquer, mais il faut oser se poser les questions qui dérangent. Oser aussi prendre les décisions qui ne font pas toujours plaisir, parce qu'en fait, ce qui est le plus important dans ce rôle-là, c'est donner le cap, donner un cap clair. Donc oui, il y a le plan, mais il y a surtout donner une direction et un cap clair, afin que tout le monde sache comment se positionner et puisse, et voilà, et que ça soit très clair, pour tout le monde. Donc voilà, je dirais ces 3 éléments-là. Au top, merci beaucoup. Merci. Yvan, Julien, merci, et puis à bientôt sur un prochain podcast. Pardon. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Ce podcast vous a été présenté par Éric Courvoisier et Stéphane Germain, tous 2 conseillers au niveau haute performance de la Maison régionale de la performance de Bourgogne-Franche-Comté. Montage Stéphane Germain.